Allez, 14h05, on va dire que on peut débuter notre réunion. Donc, bonjour à tous et à tous. Merci d'être déjà très nombreux présents à ce webinaire sur les équipements de stockage des endoscopes, qui sera animé donc par le docteur Hélène Boulestro, qui est notre expert extra-régional, puisque elle est médecin hygiéniste au CHU de Bordeaux. Voilà, nous avons commencé notre aventure endoscopie depuis longtemps. Toutes les deux, tu restes mon référent dans le temps. Mais c'est vrai qu'au niveau du CPS Occitanie, ben, on a déjà collaboré là, en fin 2022 sur une formation endoscopie que tu avais accepté d'animer pour nous. Et puis, suite à justement à cette formation, il avait été demandé par les collègues qui n'avaient pas pu venir et puis par un petit peu suscité un petit peu par toutes les questions que tous les CPIAS reçoivent souvent, hein, beaucoup sur l'endoscopie. On t'avait sollicité pour un webinaire que tu avais animé le 9 mai 2023. Je suis retournée dans les plaquettes pour voir et on avait déjà eu un beau succès de participation et puis plus de 100 replays sur la chaîne, là j'ai pu voir. Donc bon voilà, tes apports sont toujours très, très utiles sur le terrain. Et donc, voilà, suite à encore de nombreuses questions que nous avions et que nous recevions, nous t'avons encore sollicité cette année. Et voilà, nous te remercions vraiment beaucoup de nous accompagner et d'avoir toujours cette disponibilité, voilà, qui, j'espère, durera au-delà des activités hospitalières qui vont bientôt s'arrêter, mais on saura, j'espère qu'on pourra encore, pendant quelques Venir années, me débuter. se solliciter. Voilà, mais sans plus attendre, peut-être, Hélène, je te laisse la parole et puis on, on aura une partie présentation et puis bien sûr des questions-réponses. On nous avait sollicité sur le fait de nous transmettre les questions en avance. Quelques-unes nous ont été envoyées, qu'Hélène a pu intégrer dans sa présentation, mais bien sûr, il y aura la possibilité, hein, d'échanger et de poser vos questions. Vous pouvez les poser soit sur le chat pendant la présentation, et puis on les reprendra par contre à la fin de la présentation pour, euh, pour pouvoir y apporter des réponses. Et si on n'avait pas le temps, mais on fera des réponses en décalé. Voilà, Hélène, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup Cécile et puis bonjour à tous. Bon, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je m'exprime toujours avec beaucoup de plaisir, l'endoscopie, parce que quand je suis arrivée dans le service d'hygiène il y a bon maintenant il y a 25 ans, même plus de 25 ans, en fait on m'a tout de suite mis sur le sujet de l'endoscopie et même si je suis pas encore totalement satisfaite des progrès qu'on a fait au sein des établissements, c'est vrai que malgré tout, on peut dire qu'on a quand même beaucoup progressé dans la gestion des endoscopes, pour leur sécurité sanitaire, également dans les échanges qu'on a avec les praticiens qui utilisent ces dispositifs médicaux. Parce qu'à l'époque, on se faisait envoyer promener dès qu'on parlait de contrôle d'un endoscope ou de séquestration d'un endoscope contaminé, voilà, donc malgré tout, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès, mais il n'en reste pas moins que ce sont des dispositifs médicaux qui sont extrêmement complexes et difficiles à traiter et donc on retrouve quand même malgré tout régulièrement contaminés et voilà, ça reste peut-être, quelque part une niche au sein de toutes les activités invasives qu'on a au sein d'un établissement, mais il n'en reste pas moins que c'est, géré par de nombreux établissements, que ça rend de grands services sur le plan clinique et que ça reste critique, à gérer. Donc, aujourd'hui, on a mis le focus plus sur les équipements de stockage. Et donc, j'ai repris une petite présentation d'abord, sur les équipements de stockage et puis ensuite, j'ai intégré déjà quelques questions, mais il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps d'intégrer dans ma présentation, mais qu'on pourra de toute façon traiter, à la fin. Puis même si vous avez d'autres questions, on pourra les ajouter à la fin. Voilà donc, je démarre. Donc, ben, en ce qui concerne donc les essais,
même avant de parler d'essais, il faut dire que le séchage et le stockage, des endoscopes font partie des étapes qui sont sans doute les moins bien maîtrisées du processus de traitement des endoscopes. Parce que quelque part, ça paraît pas comme ça au premier abord les étapes les plus à risque. On est plus sur les étapes d'écouvillonnage, le nettoyage, la désinfection. On se dit que ça a une importance capitale et le séchage et le stockage, on a l'impression que c'est beaucoup moins important. Mais, tous les endoscopes, quand les canaux restent humides à l'intérieur, bah, ça génère un risque de prolifération des micro-organismes et du coup, on peut se retrouver avec des endoscopes contaminés rien qu'à cause de ça. Donc diapo suivante. Donc il faut prendre en compte dans le traitement d'un endoscope les étapes ultimes du traitement avec la qualité d'eau de rinçage terminale évidemment et la qualité du séchage. Et je pense qu'avec notamment les essais qui nous permet de conserver pendant longtemps la qualité microbiologique de l'endoscope telle qu'elle est, à la fin du process de traitement, c'est le fait que ça envoie un air, médical de façon séquencée et que ça optimise le séchage. C'est probablement ce qui nous permet de maintenir les bonnes conditions microbiologiques de l'endoscope. Et donc les conditions de stockage, bah, ce qui est recommandé, c'est de stocker dans un lieu clos, et donc qui protège ces endoscopes d'une recontamination. La position de l'endoscope dans des enceintes classiques a son importance et il est vrai que quand on a un stockage vertical, l'humidité résiduelle a tendance à descendre, alors que quand, on a un stockage horizontal, bah, elle s'installe en fait au sein des canaux et donc elle favorise la recontamination de ces endoscopes. Et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir aussi, comme la protection individuelle de l'endoscope quand il est stocké, et puis les accessoires, ce qui permet de connecter les endoscopes au dispositif de stockage. Et quand on parle de protection individuelle, ben, il y a la façon dont on emballe l'endoscope pour le stocker dans des enceintes de base. Et pour les premières enceintes qui ont été mis sur le marché, ils avaient proposé, parce que ça avait été demandé, on a eu beaucoup, beaucoup d'exigences en fait vis-à-vis, de ces enceintes de stockage, des gaines individuelles qu'on pouvait mettre, sur les endoscopes et qui les empêchaient de se toucher les uns les autres. Voilà, diapo suivante. Alors, quelle est la définition d'une essette? Donc, on retrouve ça dans les textes réglementaires, hein. Là, j'ai repris vraiment ce qu'on trouvait dans les textes. Le texte du ministère des Affaires sociales et puis également, le travail qu'on avait fait avec, l'ARS et la SFED. Donc, ce sont des équipements de stockage sous le contrôle d'un automate destinés à maintenir la qualité microbiologique de l'endoscope à un niveau au moins égal à celui atteint après la dernière procédure de nettoyage des infections manuelles ou automatisée appliquée à cet endoscope selon la réglementation française en vigueur. Et donc, ça, c'est rendu possible par la sécurisation de l'environnement de stockage, des enceintes fermées, dans lesquelles on insuffle un air traité et grâce à l'optimisation du séchage des canaux internes. Diapo suivante. Donc ce que permet une essette, un allongement de la durée de stockage des endoscopes, semi-critiques après traitement au-delà du délai des 12 heures, qu'on avait avant la fabrication de ces essais et qui imposait une nouvelle désinfection. Donc tous les matins, tous les endoscopes susceptibles d'être utilisés devaient être retraités. Une disponibilité des endoscopes stockés 24 heures sur 24 avec validation des conditions de stockage et traçabilité du stockage. La durée de stockage dans une assiette avant utilisation ne doit pas excéder 7 jours. Ça a été la deuxième vague de recommandations et les essais doivent être qualifiés avant utilisation en routine. Ça, c'était dès l'origine. Ce que ne permet pas une assiette, donc nettoyer et ou désinfecter un endoscope, hein. On met dans une assiette qu'un endoscope qui a été traité. Souffler les canaux internes. Alors même pour les essais qui revendiquent le séchage, il convient de faire un bon soufflage des canaux internes au sortir du laveur, parce que les laveurs en fait sèchent très, très mal, l'intérieur des canaux.
Donc les essais ne permettent pas non plus de remplacer un séchage, sauf dans le cas où le fabricant revendique ce séchage, donc après le soufflage. Et ce que nécessite l'emploi d'une essette, c'est maîtriser les étapes préalables au stockage, connaître la qualité microbiologique des endoscopes susceptibles d'y être stockés. Et donc, pour savoir comment on peut utiliser une essette, il faut se référer à la norme NF-EN 98-030 sur les enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles qui a été rédigée et peut-être même révisée en 2015. Donc, ça parle des exigences de performance particulières applicables aux essais, à leur entretien et aux méthodes d'évaluation de leur efficacité. Alors, les exigences à l'égard d'une essette, c'est déjà la conception pour éviter tout risque de prolifération de micro-organismes dans les canaux internes et à la surface externe des endoscopes. Tous les moyens, procédures, appareillages dédiés, etc., nécessaires pour prévenir la recontamination des endoscopes lors des étapes de stockage et de déstockage. Les alarmes pour informer de manière instantanée l'utilisateur de tout dépassement de la durée maximale de stockage des endoscopes et de tout dysfonctionnement influençant le bon fonctionnement et la traçabilité de la survenue de tels événements. Et donc, vous voyez qu'on a quand même des exigences qui sont très, très importantes à l'égard des essais et qui seront bien moindres, on le verra tout à l'heure, pour les équipements de stockage individuels. Donc, diapo suivante. Et un système de traçabilité automatique qui permet d'enregistrer au minimum l'identification de l'endoscope, l'identification de l'utilisateur qui a introduit et celui qui a retiré l'endoscope, pour peu qu'on utilise son badge, hein, évidemment, puisque ce qu'on voit en pratique, c'est que souvent les professionnels mettent tous les badges dans une corbeille et ils n'utilisent pas leur badge individuel, donc ça fausse la traçabilité. La durée de stockage, la survenue de toutes alarmes et la validité du cycle de stockage. Et puis, il y a peut-être encore une petite puce. Non. Ne sont pas concernés les endoscopes thermosensibles sans canal opérateur, comme les nasofibros d'ORL par exemple, les endoscopes thermosensibles destinés aux cavités stériles, qui sont des dispositifs de niveau critique, comme les cholédoscopes transpariétales, les hystéroscopes, les urétérocystoscopes. Donc, que ce soit les endoscopes sans canaux ou les endoscopes critiques, on peut toujours les stocker dans une assiette, mais pour les endoscopes critiques, par exemple, ça ne dispense pas de la réalisation de la phase de désinfection avant utilisation. Alors, les endoscopes sans canal, ben, en fait, c'est presque trop d'acheter une assiette pour les stocker, hein, puisque, ils sont beaucoup moins à risque compte tenu de l'absence de canal. Mais après, si on a des sous, on peut toujours, hein, il y a pas de souci. Et les endoscopes critiques, ben, l'enceinte, c'est très, très bien pour les stocker parce qu'ils sont bien protégés. Mais en revanche, ça ne permet pas de s'affranchir de la désinfection avant utilisation. Donc certains pourront penser que du coup, c'est dépenser des sous inutilement, mais c'est un bon moyen malgré tout de les stocker. Voilà, et on a comme obligation de se conformer évidemment à la réglementation en vigueur. Alors pour les bonnes pratiques d'utilisation, il faut toujours prévoir un temps de formation des utilisateurs, hein. C'est comme tout, ce sont des nouveaux dispositifs médicaux quand on les introduit dans un établissement et donc les professionnels doivent être correctement formés à leur usage. Il faut sensibiliser l'ensemble des acteurs au respect des mesures d'hygiène, donc l'hygiène des mains adaptée pour l'introduction et le retrait des endoscopes de l'ESET. Et donc, on n'a pas besoin d'utiliser des gants. En revanche, il faut réaliser une friction des mains, avant de les mettre après le traitement et quand on veut les retirer avant l'utilisation. La rédaction de procédures d'introduction et de retrait des endoscopes en se basant, sur les bonnes pratiques d'hygiène en général et sur les recommandations du fabricant.
Donc, le transfert de l'endoscope sans délai entre la fin de l'entretien et le début du stockage. Et donc, j'ai vu passer une question qui concernait le délai qu'on pouvait tolérer entre la fin du traitement et la mise en machine. Et donc, vous voyez que dans les recommandations, il est dit que le transfert devait être sans délai entre la fin de l'entretien et le début du stockage, parce que si jamais on a un délai, ça peut favoriser la recontamination de l'endoscope ou la contamination de l'endoscope. Le transfert de l'endoscope de l'ESET vers le lieu d'utilisation de façon à ne pas compromettre la qualité microbiologique, donc avoir un contenant adapté qui protège l'endoscope. La gestion des connectiques, et ça on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. L'entretien de l'ESET, et puis ensuite le local d'installation de l'ESET qui doit être propre et régulièrement entretenu. Diapo suivante du coup. Et donc il faut lutter contre le risque de transmission croisée et de contamination exogène des endoscopes à l'occasion de toutes ces manipulations. Donc ça, ce sont les textes de recommandation. Tu peux passer, Cécile? Alors, en ce qui concerne les équipements de stockage individuels, donc aujourd'hui sur le marché, on a 2 systèmes. On a le système SurStore qui injecte du peroxyde d'hydrogène à l'intérieur des canaux et qui stocke dans des sachets en dépression, et le système Typhoon qui a été racheté, par, alors oui, par Pentax. Merci Pascal. Par Pentax. Et donc le système Typhoon, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il a un module de séchage que vous voyez, sur, la diapo à gauche, qui est extrêmement performant, et donc lui permet d'insuffler de petites quantités d'ozone à l'intérieur de canaux, et il stocke les endoscopes dans des sachets en surpression. Donc c'est les 2 systèmes qui existent actuellement sur le marché. Diapo suivante. Donc les endoscopes qui ont subi une procédure adaptée de traitement sont au minimum soufflés. Donc en fait, avant de les emballer, il faut qu'ils aient été parfaitement séchés. Donc avec le système Typhoon, on a vu que c'était plus facile, que ça séchait mieux. Avec le système SurStore, c'est peut-être un peu moins performant, il va falloir vraiment, les sécher parfaitement. Et ce type d'automate va permettre donc de sécher l'intérieur des canaux, d'envoyer un produit désinfectant à faible concentration à l'intérieur, comme je vous ai dit précédemment, et de conditionner les endoscopes en poche individuelle. Le principe de qualification va être identique à celui qui est mis en œuvre pour les E7, et la durée de conservation, et là c'était également une question, actuellement autorisée une fois conditionnée, est également de 7 jours, comme pour les E7. Diapo suivante. Donc les avantages de ces équipements de stockage individuels, c'est qu'ils permettent de stocker les endoscopes à distance du lieu de traitement. Ça peut être très intéressant pour les secteurs qui ont des besoins urgents en endoscope, par exemple les réanimations, pour lesquelles quelquefois un acte de désencombrement peut être urgent, pour les intubations difficiles également. En revanche, parmi les inconvénients, ben, on n'a pas vraiment d'alarme. Pour valider un cycle, il faut comparer les paramètres obtenus, à ceux qui sont indiqués dans la notice pour le process de conditionnement. On n'a pas de moyen d'identifier un défaut de maintien d'intégrité du conditionnement sur, le temps de stockage. Bon, on pourrait voir une poche qui était censée être en dépression, finalement avoir perdu sa dépression. Pour la surpression, c'est aussi difficile de voir. Et puis, avec le système SurStore, le fabricant demande que l'endoscope soit rincé avant utilisation pour éliminer les résidus de peroxyde d'hydrogène qui sont susceptibles de décolorer les muqueuses. Ça a été suite à une alerte qui a été faite auprès de la NSM. Le choix d'un équipement de stockage des endoscopes va finalement dépendre des organisations qui sont propres à chaque établissement, du nombre d'endoscopes à stocker et du positionnement attendu pour les endoscopes prêts à être utilisés. Diapo suivante. Voilà, donc les équipements de stockage individuels permettent de s'affranchir de la désinfection préalable à l'utilisation durant 7 jours, permettent le stockage à distance, mais ils n'ont pas d'alarme visuelle en cas de dysfonctionnement.
Donc voilà un petit peu pour la différence, on va dire, entre les essais et les équipements de stockage individuels. Et j'ai envie de dire que quand, on stocke des endoscopes, enfin quand on traite des endoscopes et qu'on les conserve sur le lieu de stockage, le choix doit plutôt aller, enfin, c'est un avis personnel, hein. Le choix doit plutôt aller vers des essais. En revanche, quand on doit stocker à distance, avoir des équipements de stockage individuels est quand même d'un bon apport. Donc selon ce que vous avez à faire, vous pouvez vous équiper également des 2, chaque, type de stockage, ayant des avantages donc et des inconvénients. Donc diapo suivante, voilà, préalable à l'installation, donc pour la qualification de performance de ces équipements. Donc le préalable, c'est de réaliser un audit organisationnel, notamment de la chaîne de traitement des endoscopes, pour pouvoir identifier et corriger les pratiques non conformes. Ensuite, on vérifie, la qualité microbiologique de tous les endoscopes susceptibles d'être traités ou stockés. Donc il est recommandé de le faire dans le mois qui précède la mise en service. Mais là, j'attire votre attention sur le fait qu'il vaut mieux le faire le plus proche possible de la mise en service et pas se dire: «Bah, on nous annonce la mise en service à telle date, donc à telle date, un mois avant, je commence à faire les contrôles». Parce que quelquefois, on a du retard dans la mise en service et potentiellement, il faudrait recommencer le contrôle. Comme c'est un gros travail, il est plutôt recommandé d'attendre un petit peu le délai maximal avant de faire le contrôle de l'ensemble du parc. En revanche, ce que vous pouvez faire, un petit peu en avance, c'est bien identifier vos familles d'endoscopes et puis quand on s'approche de la date fatidique de la qualification de performance, déjà commencer par contrôler l'endoscope représentant la famille, qui va suivre tout le process et puis, une fois que tout est installé et que vous commencez à faire votre contrôle de performance, là vous pouvez, enchaîner sur le contrôle de l'ensemble du parc. Pour faire les contrôles des endoscopes, il est recommandé de suivre les recommandations du guide de mars 2007 pour les prélèvements d'endoscopes. Diapo suivante. Donc, avant la qualification de performance, vous avez 2 autres types de qualification. La qualification de l'installation qui permet de vérifier les alimentations et les servitudes prévues pour faire fonctionner les sets selon les préconisations du fabricant. Donc là, on vérifie que la nature et la qualité de l'air qui alimente les enceintes est adaptée. On vérifie la sécurité de l'alimentation électrique. On vérifie que le local qui a été choisi, est un local, bien adapté, qu'il n'est pas au carrefour, de passages divers et variés, que le local est propre, que les connectiques nécessaires au bon accordement des endoscopes sont bien présentes et dans un état de propreté microbiologique attendu. Puis, on a la qualification opérationnelle qui est faite, alors la qualification de l'installation est faite par le fabricant en collaboration, avec les services, techniques. Ensuite, on a la qualification opérationnelle qui est faite avec le fabricant en collaboration avec le service biomédical et donc, ça permet de vérifier que l'équipement installé fonctionne dans des limites prédéterminées par le fabricant, s'il est utilisé conformément à son mode opératoire. Et ça permet de vérifier que lorsque l'enceinte est installée et utilisée conformément aux recommandations du fabricant, tous les paramètres du cycle de fonctionnement sont conformes à ses spécifications initiales. Donc tout ça, ça se fait en amont, du service d'endoscopie concerné et en amont du service d'hygiène et une fois que tout ça est validé, on nous dit: «C'est bon, vous pouvez commencer vos qualifications de performance». Donc la qualification des performances va concerner l'utilisateur en collaboration avec, l'équipe d'hygiène et bien sûr sous, couvert des services techniques et du service biomédical et du fabricant. Mais, on voit que c'est un petit peu enfin cette étape-là a glissé plutôt vers les utilisateurs. Et donc l'idée, c'est de fournir, une fois installé, les preuves documentées d'un fonctionnement de l'ESET de façon constante et donnant un résultat conforme à ses spécifications et ça permet de maintenir donc, de montrer qu'on maintient la qualité microbiologique des endoscopes susceptibles d'être stockés dans l'ESET. Et en ce qui concerne les preuves documentées, eh ben, ce sont les résultats des prélèvements microbiologiques.
Donc, ce que demandent les textes, c'est d'avoir un exemplaire de chaque famille d'endoscopes et un nombre d'endoscopes au moins égal au tiers de la capacité totale de l'enceinte, donc qui vont suivre le process et qui vont être contrôlés. Donc, si le résultat n'est pas conforme pour un endoscope, on ne peut pas utiliser l'ESET pour toute la famille d'endoscopes. Et en revanche, on doit rechercher des causes de la non-conformité sur l'ensemble de la chaîne de traitement des endoscopes ou sur une éventuelle défaillance ou un mésusage de l'ESET. Alors moi, ce que je vous recommande, là, je vous dis ce qui est écrit dans les textes, mais c'est déjà de s'assurer que c'est pas l'endoscope lui-même qui a posé problème, parce que souvent la première cause de résultats non conformes, c'est quand même l'endoscope lui-même. Donc, il faut d'abord aller au plus simple, vérifier que l'endoscope lui-même n'a pas posé problème. Par exemple, on en prend un autre de la même, famille et puis si on en trouve 2 de la même famille qui posent problème, là, on peut peut-être se poser la question du process, mais également la question de la bonne adéquation entre l'automate et l'endoscope. Alors je vous dis ça parce qu'après avoir, fait des qualifications de performance sur un parc très important d'endoscopes au sein de notre établissement et différents laveurs désinfecteurs, on est tombé, il y a 2 ans maintenant, sur un problème d'inadéquation entre un type d'endoscope et un type de laveur désinfecteur et depuis 2 ans, on galère, on n'a toujours pas réussi à régler le problème. On a fait une alerte à NSM, le fabricant du laveur comme celui de l'endoscope d'ailleurs, mais je pense que c'est plus un problème de laveur qu'un problème d'endoscope, bah, ne nous ont toujours pas permis de régler le problème. Voilà, donc cette étape de qualification de performance, c'est une étape qui est extrêmement chronophage, qui est pesante pour les équipes, qui peut, entraîner une indisponibilité sur un temps des dispositifs médicaux, mais elle est vraiment, indispensable de ce fait. Voilà, donc comment est-ce qu'on s'y prend en pratique? Donc, d'abord, nos essais sont dans les locaux dans lesquels, ils doivent être installés. Donc on va faire des contrôles de surface, plus ou moins d'air dans le local d'installation de l'essai, si c'est exigé par le fabricant et si la nature du local le justifie. C'est-à-dire que si vous installez vos essais dans un bloc opératoire, bah, évidemment, vous allez contrôler l'environnement, du bloc opératoire. Si c'est pas dans un bloc opératoire, vous allez vous contenter de contrôler les surfaces à l'intérieur de l'ESET, et puis l'air au moment de de l'installation du dispositif médical. En ce qui concerne les endoscopes, vous allez donc contrôler l'ensemble du parc susceptible d'être stocké dans les essais avant la mise en activité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous y prenez pas trop longtemps à l'avance, parce que quelquefois les dates sont reportées et ça peut vous donner beaucoup de travail supplémentaire. Et puis ensuite, à la mise en activité, donc un exemplaire de chaque famille en fin de stockage et au moins un tiers des endoscopes à stocker devront être contrôlés. Diapo suivante. Donc pour les essais elles-mêmes, après bio-nettoyage de l'essai, on va prélever les surfaces. Donc là, tout est écrit dans les textes, hein. Je n'ai fait que recopier évidemment le contenu des textes. Donc pour les surfaces, on contrôle les surfaces internes de l'essai pour un compartiment avec des géloses contact sur 4 zones définies. Donc les 4 zones définies, c'est la partie basse du compartiment en opposition, donc un angle et l'angle opposé sur la partie basse et 2 parois de l'enceinte, 2 parois opposées. Alors là, vous avez 2 types d'enceintes, soit ce sont des enceintes verticales, soit ce sont des enceintes horizontales. Quand ce sont des enceintes verticales, bah, vous n'avez en général qu'un compartiment. Donc, bah, tous les trimestres, vous allez refaire le même compartiment en positionnant vos boîtes de façon un petit peu différente, pour tester plusieurs, zones de votre enceinte. Quand ce sont, des enceintes horizontales, chaque tiroir représente, hem, comment une partie en fait, un compartiment de l'enceinte et donc là, vous allez, faire en sorte que à la fin de l'année, vous ayez testé tous les compartiments. Donc si je prends par exemple, les enceintes, Agnos qui sont des enceintes horizontales, elles ont 8 compartiments, donc tous les trimestres, on contrôle 2 compartiments différents.
voilà, bon, au moment de la qualification, évidemment, vous choisissez, vous faites un échantillonnage, vous contrôlez pas tous les compartiments. Les valeurs cibles, c'est inférieur à 25 UFC par 25 cm², avec absence de micro-organismes pathogènes et de champignons filamenteux. En ce qui concerne l'air, donc au moment de la qualification de performance, vous réalisez des prélèvements d'air. Donc ces prélèvements doivent être réalisés porte fermée pendant le temps du prélèvement. Donc si ce sont des enceintes verticales, vous pouvez faire des prélèvements à l'aide d'un aérobiocollecteur, mais si ce sont des enceintes horizontales, vous n'allez pas pouvoir utiliser un aérobiocollecteur et donc vous allez devoir faire des prélèvements par sédimentation, sachant que par sédimentation, les particules mettent un temps infini, à sédimenter et que donc c'est pas, très représentatif de la qualité de l'air. Néanmoins, vous n'avez pas le choix et donc là, ce qui est recommandé, c'est plutôt d'utiliser 4 géloses que vous allez ouvrir pendant 1 heure en les répartissant à l'intérieur, des tiroirs, de l'essette. Donc si, par exemple, vous avez 8 tiroirs, vous allez en mettre une tout en haut, une tout en bas, puis vous allez répartir les 2 autres et donc comme ça, vous attendez 1 heure et à la fin, vous ferez la somme du nombre de vous mettrez bien sûr vos géloses à incuber, mais à la fin de l'incubation, quand vous lirez vos boîtes, vous ferez la somme des résultats obtenus sur les 4 géloses et vous considérez que ça représente, le, comment l'air sédimenté, la qualité de l'air sédimenté durant 4 heures avec une valeur cible qui est également inférieure à 25 UFC, avec absence de micro-organismes pathogènes et de champignons filamenteux. Alors ce prélèvement d'air, il est un peu bancal quand même et c'est pour ça qu'au moment de la révision européenne, des prélèvements des E7, les prélèvements d'air sont devenus optionnels. Donc je vous en reparlerai après. Diapo suivante. En ce qui concerne donc, les endoscopes, donc le stockage des endoscopes, se fera dans les conditions qui sont préconisées, dans les textes. Donc là, ça va être dans les E7. Donc diapo suivante. Donc pour les E7, on a vu la qualification. Pour les équipements de stockage individuels, on va avoir le même principe que pour les E7. Mais ça ne va concerner, pardon, que les endoscopes avant la mise en activité, avec tous les endoscopes susceptibles d'être stockés de cette façon et à la mise en activité, un exemplaire de chaque famille en fin de stockage et au moins un tiers des endoscopes à stocker. Alors pour les équipements de stockage individuel, c'est un petit peu différent des E7 parce que c'est toujours de l'usage unique qui est utilisé et donc la qualification, enfin pas la qualification, le contrôle des résultats tout au long de l'utilisation du système va se faire par les résultats qu'on obtient, lors du contrôle du parc d'endoscopes. On n'a pas cette contrainte qui est liée, au prélèvement des surfaces à l'intérieur des E7. En ce qui concerne la requalification, c'est une des questions qui a été posée, par, certains établissements. Donc, en fait, ce qu'il est dit dans les textes, c'est qu'il faut réaliser une requalification annuelle. Sauf que, une requalification annuelle, quand on voit ce que c'est qu'une qualification, c'est ingérable en soi. Donc ça, c'est un sujet qui a été discuté dans le groupe de travail et ce qu'il a été, conclu, en fait, à cette réflexion, c'était qu'il appartenait à chaque établissement, sur la base de sa propre analyse de risque mais également des essais qui auraient déjà été réalisés, c'est-à-dire les contrôles de routine, c'est-à-dire la maintenance annuelle réalisée par le fabricant de l'automate, de définir le programme de test à réaliser lors de cette qualification annuelle. Alors je m'explique. Plutôt que de refaire une qualification totale, on regarde s'il y a eu, une maintenance impactante sur le fonctionnement de l'automate et donc, si on a juste eu la maintenance de routine, on considère que rien de ce qui a été fait n'est susceptible d'impacter le fonctionnement de l'E7. Donc, on va se baser sur nos résultats de prélèvement d'endoscope
qui, s'il reste conforme à ce qu'on a l'habitude de trouver, montre qu'il n'y a pas de dérive par rapport, à ce qu'on a habituellement et donc il n'y a pas lieu de requalifier, les 7 totalement, comme ça avait été fait initialement. Alors, hem, c'est à nuancer également avec ce qui se passe en amont, parce que si vous avez dû requalifier, enfin si vous avez eu, une intervention sur vos laveurs en amont, ça peut influer sur les résultats que vous avez sur vos endoscopes après stockage. Donc il y a une vraie réflexion à avoir en groupe de travail, incluant le service, le biomédical, l'équipe opérationnelle d'hygiène et l'équipe de matériaux-vigilance. Donc voilà ce que je vous dis pour l'instant sur la requalification. S'il y a d'autres questions tout à l'heure, on essaiera d'y répondre. Dans les questions que j'ai reprises, et que vous allez trouver dans le diaporama, donc j'avais une question qui concernait, la gestion des connectiques utilisés dans le laveur désinfecteur, dans les laveurs désinfecteurs et dans les E7, quand elles étaient identiques et quand elles étaient différentes. Donc ça fait référence à un paragraphe de la foire aux questions numéro 3, qui a posé question, en fait, à certains établissements. Donc que penser des écarts de pratique selon les fournisseurs? Donc j'ai tenté de faire une réponse quand la question m'a été posée. Diapo suivante, du coup. Donc effectivement, les recommandations, diffèrent sans doute d'un fabricant à l'autre. Quand il s'agit des mêmes connectiques entre, le laveur et entre les 7, il est clairement dit, dans la foire aux questions numéro 3 qu'il faut, nettoyer avec une lingette détergent désinfectante, la zone de connexion entre la connectique et le laveur désinfecteur. Donc, ça, c'est relativement simple. En ce qui concerne les connectiques des E7, quand ce ne sont pas les mêmes, que celles qui, sont utilisées dans les laveurs désinfecteurs, donc elles n'ont pas le traitement lié, aux laveurs désinfecteurs. Donc là, pour en avoir discuté avec mes collègues du groupe de travail, on était tombés assez d'accord sur un traitement hebdomadaire. Donc idéalement, quand elles sont stérilisables, par stérilisation, mais ça suppose d'avoir plusieurs jeux. À défaut, une désinfection de haut niveau. Donc soit on fait une désinfection de haut niveau, on a un bac, au sein de la laverie qui vous permet de faire la désinfection, soit, bah, vous avez des jeux différents avec des connectiques qui sont stérilisables par autoclavage ou le plus souvent, par des températures plus basses. Alors soit en autoclavage à 121°, soit en stérilisation basse température et ensuite, bah, vous pouvez réutiliser vos connectiques. Mais vous avez quand même intérêt à faire, un traitement, régulier de désinfection, ou de stérilisation de ces connectiques. Et donc en ce qui concerne le niveau cible pourrait, être celui qui est attendu pour un endoscope semi-critique, soit inférieur à 5. Alors vous allez me dire: «Pourquoi faire une désinfection de haut niveau?» C'est pour se rapprocher de la stérilisation, mais on est dans du semi-critique dans les E7, hein. Et puis ce que je pourrais vous dire également pour répondre à cette question, c'est qu'aujourd'hui avec l'acide peracétique, en fait, le temps, hem, pour, une désinfection de haut niveau, il se rapproche, de façon importante du temps pour, désinfection de niveau intermédiaire. Voilà, et puis évidemment une absence de micro-organismes indicateurs. Voilà, ensuite, que faire en cas d'arrêt de l'alimentation en aire médicale pendant 4 heures pour changement de prestataire? Donc, là, la réponse enfin, il y avait une proposition de l'établissement qui posait cette question, que j'ai trouvée, pertinente en fait, hein. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a validé dans le groupe de travail, mais, en relisant ce qui avait été proposé par cet établissement, ça m'a semblé assez pertinent. Donc sortir les endoscopes de l'E7. En sachant que dans ce cadre-là, les endoscopes sont utilisables pendant 12 heures, sous réserve que la validité de l'E7 couvre ces 12 heures, c'est-à-dire sous réserve des recommandations du fabricant de l'E7. On vérifie la validité du filtre EPA à l'intérieur de l'E7. On maintient l'E7 fermé pendant toute la coupure, évidemment, pour éviter, la recontamination des surfaces intérieures par l'air extérieur.
Au redémarrage de l'essai, on fait un entretien complet des surfaces internes de l'essai, après validation des gaz médicaux. On vérifie qu'il n'y a pas d'alarme au niveau de l'essai et puis on retraite les endoscopes, s'ils ont été sortis, sur un temps supérieur au temps validé par, le fabricant de l'essai. Hem Et donc, on les entretient et on les remet en stockage dans les sets. Bien sûr, on trace le changement, de prestataire des fluides médicaux et donc là, il est inutile de requalifier puisque c'est pas l'ESET qui a subi une intervention, qui pourrait avoir un effet sur son efficacité, mais juste la fourniture en air médical. Donc voilà pour cette, réponse. Ah, je vois que j'ai 2 diapos qui sont mal placés, c'est-à-dire que ça, c'est la deuxième diapo de la question, antérieure. Donc, la 1re question, c'était quand on a des connectiques, qui sont les mêmes entre le laveur et l'essai ou quand on a des connectiques différents. Mais en fait, je vous ai dit ce qui est écrit, sur la diapo. Donc voilà pour ces 2 questions, mais je sais qu'on a des questions supplémentaires que j'ai pas repris dans le diaporama. Donc je te laisse peut-être, Cécile, les formuler ou alors on a une autre alternative, c'est répondre à vos questions et ensuite reprendre les questions qui étaient formulées également. Pardon, je le remets. Voilà. J'arrête le partage et je reprends. Donc effectivement, j'avais les questions, mais je pense que tu as quand même repris pas mal de ce que je voyais, que j'avais remis moi et que je t'avais renvoyé. Donc je vérifie. Donc il y avait quel est le délai acceptable entre la fin du traitement de l'endoscope et la mise en place de l'endoscope dans l'armoire? Tu as répondu, hein, aucun délai. Donc C'est bon, prévu dans les textes donc voilà. voilà. Ouais, on n'a pas trop. Les recommandations de traitement de connectique, tu viens donc d'en parler, hein, quand il n'y a pas de cycle caoutchouc et que les connectiques ne passent pas la stérilisation, c'est du coup une désinfection de haut niveau qu'il faut, de niveau intermédiaire, enfin voilà, un traitement niveau intermédiaire, se poser la Moi, problématique de j'ai le même traitement manuel préconisé ou en du haut machine niveau, laisse des traces d'eau Cécile. du haut niveau. J'ai Oui, même préconisé du haut niveau pour se rapprocher de la ah, stérilisation puisque quand on a le choix, on fait plutôt de la stérilisation. Mais tout en disant que c'était sensiblement identique, le niveau intermédiaire et le haut niveau, d'accord. Donc du coup, parce tu que le temps laisserais de 30 contact, minutes, c'est le temps dans l'acide peracétique et le bah, rinçage à l'eau stérile. ça dépend de l'acide peracétique. D'accord. Très bien. Et donc, il se posait la problématique des traces d'eau qui restaient dans les connectiques. Donc là, ça va être le séchage à l'air, Oui, il faut sécher à l'air médical, bien sûr. ouais, comme les endoscopes qu'on met Ouais. dans dans les sets. Autre question, en cas de maintenance préventive, l'armoire étant, tu l'as dit, c'est la problématique c'était la maintenance préventive en fait, qui nécessitait un arrêt de l'armoire et donc disait que le fabricant peut recommander de réaliser des contrôles bactériologiques si arrêt de plus de 4 heures. Oui, sur les endoscopes, oui, D'accord, ok. et Ok. à l'intérieur, évidemment, à l'intérieur de l'essai. Voilà. Mais c'est pas requalification. Mais quand même, c'est une maintenance préventive de l'armoire, là, parce que toi, tu as parlé en fait du changement Ah, c'est juste peut-être pas la même de question alors, fournisseur. pardon. Oui, Donc là, c'est en cas de maintenance préventive. L'armoire est en pression en l'absence d'ouverture de la porte. Doit-on réaliser des prélèvements bactériologiques? Point d'interrogation. Le fabricant peut recommander de réaliser des contrôles bactériologiques si arrêt de plus de 4 heures. Donc là, c'est maintenance préventive de oui, puis l'armoire. ça dépend si on intervient, j'ai envie de dire en amont, de la filtration en fait. Si toute la maintenance qui est faite, n'intervient pas après le système, de filtration, il y a pas lieu à partir du moment où l'enceinte est fermée, sauf demande expresse du fabricant, de refaire des contrôles microbiologiques à l'intérieur de l'essai. OK.
Donc ensuite, c'était certains fabricants recommandent de réaliser un prélèvement air et surface par tiroir au moins une fois par an. À ton recommandation sur le sujet, tu y as répondu aussi, hein, ça fait partie des Oui. contrôles Alors pour les obligatoires. surfaces, hein, en surveillance, pour les surfaces. Pour l'air, en fait, ce que je vous ai dit, c'est que la norme européenne, avait, finalement tranché sur le fait que les prélèvements d'air étaient optionnels. Ils sont optionnels parce que les prélèvements par sédimentation, quand on a des tiroirs, sont pas du tout représentatifs de la qualité de l'air, vu le temps que mettent les particules les plus légères à sédimenter. En revanche, et dans ce cas, les prélèvements de surface doivent être faits, juste avant, les prélèvements hem, juste avant le bio-nettoyage de l'aissette. Parce qu'on a intérêt à se mettre dans les conditions les Oui, plus défavorables, sachant que ces prélèvements de surface sont le reflet et des prélèvements d'air et des prélèvements de surface. très bien. Excusez-moi. Ensuite, on avait deux questions sur la durée de stockage, hein, mais là, tu l'as bien évoqué. Là, c'était au-delà de 72 heures, donc c'est bien 7 jours, mais C'est 7 pas jours. au-delà de 7 jours. Or, certains fabricants peuvent dire que leur système est validé pour plus de 7 jours. Donc, nous, Oui, on mais reste à 7 jours par voilà, rapport à la... ils préconisent souvent plus de 7 jours et en réalité, c'est 7 jours. La réglementation nous impose 7 jours Mhm. maximum. Ok, très bien. Et ensuite, la dernière question que j'avais relevée, moi, les recommandations concernant le système de stockage s'appliquent-elles de la même manière pour le système Plasma Typhoon que pour les essais, à savoir un contrôle Mmh. trimestriel d'un endoscope par famille pour qualification de performance de l'essai? Tu as répondu oui. On doit aussi contrôler, Alors ce enfin, que j'ai pas, répondu en fait, c'est que le plan de surveillance des endoscopes permet de répondre à cette contrainte, sans hmm, les appliquer spécifiquement au système puisque, en fait, dans les essais, c'est la qualification enfin, c'est le contrôle régulier des essais qui impose de contrôler les endoscopes en parallèle, des compartiments de l'essai et donc de les échelonner au cours de l'année de cette façon-là. Avec les équipements de stockage individuels, comme c'est du système à usage unique, on n'a pas de contrôle trimestriel de l'équipement de stockage individuel. En revanche, on se doit de contrôler notre parc d'endoscopes, donc on va de toute façon les contrôler régulièrement. Et ce qui est recommandé dans le contrôle des endoscopes, c'est pour un même site de les échelonner tout au long de l'année de façon à repérer un dysfonctionnement dans le process de traitement si jamais il y en avait un. Donc au bout du compte, ça revient un peu au même, sauf que c'est pas lié à l'équipement de stockage individuel, mais aux nécessités de contrôle du parc d'endoscope. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre en disant ça. oui, très bien. Sandrine, peut-être je te laisse la parole parce que je vois que tu as posé, tu avais des questions aussi sur le chat. C'est bien, peut-être plus simple que tu prennes. Oui, en fait, c'est des questions qui nous sont posées régulièrement. Bonjour Hélène déjà. Bonjour Sandrine. Est-ce qu'il faut toujours implanter une essette dans une salle dédiée? Parce que des fois, pour des questions de contraintes de surface, hein, les essettes peuvent être mis dans les salles d'examen d'endoscope. Et donc, En général, on recommande plutôt d'avoir des zones de stockage différentes des salles d'examen. donc pas de On a la couloir de salle bloc. d'examen Ouais, ouais. On a la salle d'examen, alors ça peut être dans le couloir du bloc, c'est pas Couloir de l'idéal bloc, parce oui. que c'est une zone de passage, Mm. mais on a la salle d'examen, on a la salle de traitement. Alors, quand on en manque de place, souvent on a une marche en avant dans la salle de traitement des endoscopes. L'idéal, c'est d'avoir une salle de traitement et une salle de stockage qui communiquent avec des laveurs transmuraux quand c'est possible, mais en tout cas d'avoir une zone de stockage, qui est protégée de tout risque de recontamination. Donc pas dans les salles d'examen et si possible, pas dans la zone de traitement de l'endoscope, surtout si l'espace est restreint. Il vaut mieux à ce moment-là que ce soit dans un petit couloir, mais un peu tranquille quoi, pas la place de l'Étoile. Ouais. Bon, d'accord. Bon, ça, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours facile, donc il faut Non. faire au mieux Et on avec a ça. on a des choses qui se passent sur certains établissements avec la mise en place des systèmes individuels. En fait, certaines structures mutualisent des parcs d'endoscopes.
Et à mon avis, c'est assez lié avec l'arrivée de ces nouveaux systèmes de stockage individuels qui permettent de transporter en fait une partie des endoscopes entre deux sites distincts, voire deux établissements distincts. Et du Donc, coup, deux sites, ça me semble possible, moyennant d'avoir fait l'analyse de risque, machin. Entre deux établissements, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur préconiser en termes de au moins avoir les mêmes process, les mêmes procédures de désinfection, j'imagine, oui. et mutualiser les contrôles, en fait, avoir un carnet sanitaire partagé, commun, je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez tentant en fait, hein, surtout quand les praticiens sont les mêmes et interviennent sur deux établissements différents et qui sont Il faut habitués faire à leurs très endoscopes, hein. attention à ça. Ouais. C'est sûr qu'on en avait discuté au sein du groupe de travail et les échanges qu'on a eus sur le sujet, bah, c'était déjà, d'avoir des établissements, bon, quand même de proximité malgré tout, qui traitent les endoscopes selon les mêmes process, avec des évaluations des process, des analyses de risques, des contrôles qui ont validé la qualité, de traitement des endoscopes sur les différents sites. Et à partir de là, il faut également contrôler au départ de façon, heu, préalable, j'ai envie de dire, avant de dire: «Ben, on peut faire ces échanges-là sans se poser de questions supplémentaires». Donc au départ, contrôler, quand on récupère un endoscope stocké sous équipement de stockage individuel dans un autre établissement, que les, résultats sont bien conformes. Donc ça passe par une validation microbiologique de cette organisation et une fois qu'on a validé, on peut se lancer, mais en mettant en place malgré tout des contrôles périodiques pour s'assurer qu'il y a pas de dérive. Parce que plus il va Mhm. y avoir d'interlocuteurs, d'établissements, de changements de professionnels dans chaque lieu, plus on va avoir des dérives. Et est-ce que les fabricants là, de Typhon ou l'autre là ont des avis sur ça, tu le sais, toi, Hélène? Non, il n'y a pas eu d'avis, D'accord. en fait, on voit bien qu'on avance, que plus ça va, plus les sociétés savantes poussent, parce qu'on a eu cet échange avec la SFED pour, les prestataires de maintenance quand ils renvoient les endoscopes parce que, tout le monde disait que quand on recevait les endoscopes après maintenance, les résultats étaient pas bons et Mhm. donc certains se sont mis, à faire un traitement, à faire des contrôles et à emballer dans des équipements de stockage individuels et en envoyant avec les résultats du prélèvement et en disant: «Bah, ça doit être bon». Donc ce qu'on a dit, c'était que, bah, c'était une Ah oui. avancée, mais qu'avant de valider ça, il fallait Mhm. quand même faire des contrôles microbiologiques pour s'assurer, qu'effectivement, quand les endoscopes revenaient, ils étaient effectivement conformes. Ok, merci. Ouais, je ne pensais pas que on pouvait aussi utiliser pour les maintenances, mais effectivement. Bah, c'est-à-dire que Oui, oui, non, si mais c'est tu veux, logique, hein. Oui, oui, il non, y a c'est une logique, pression hein. forte Oui, d'abord de oui. la part des Mhm. établissements qui disent que ça prend trop de temps, parce que déjà le temps qu'ils fassent la maintenance, Oui, bien le sûr. temps qu'ils renvoient, le temps qu'on fasse les contrôles, bah, les endoscopes, ils sont Mhm. indisponibles pour l'utilisation chez les patients, donc ça s'entend. Sauf qu'on avait tellement de résultats qui étaient non conformes au retour de maintenance que c'est difficile de l'accepter comme ça, en l'état, en disant: «Bah, puisqu'ils les ont mis en équipement de stockage individuel, on est tranquille». Et oui, Donc c'est ce dans que la vous foire aux avez questions mis, la numéro 3, prudence que vous avez mise sur que ça oui, pourrait évoluer en fonction d'eux, mais que. voilà. D'accord. Euh, voilà, après, j'avais juste une question pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand on est en qualification de performance, le délai de contrôle après stockage est 7. C'est le délai, on va au plus loin, en fait. On va au 6e jour, 7e jour de stockage dans les 7 de l'endoscope quand on veut faire les contrôles de performance ou on le fait quand on 12 veut. heures. Tu vois ce que je veux dire? En dehors alors il y a eu un petit blackout, il y a un moment où j'ai pas entendu ce que tu as dit, donc j'ai peut-être répondu à côté. En surveillance, on le fait quand ça nous arrange. Non, En là, c'est un contrôle de qualification performance. Ouais, c'est en performance. qualification de performance, c'est à la durée maximale de stockage. D'accord. Donc, au 7e jour. Oui. OK. Et juste, là, j'avais la question sur les connectiques parce que tu parlais des contrôles sur connectiques. Donc, ça voudrait dire qu'il faille le faire quand on fait de la désinfection de haut niveau et qu'on a des connectiques différentes entre le LDE et les 7. Donc, on doit contrôler nos connectiques ou c'est juste pour donner une Au idée de. Le haut niveau passe pas en laveur. D'accord.
Non, mais c'est le contrôle des connectiques, parce que tu disais que dans les connectiques, il doit y avoir moins de 5 UFC par connectique. Et le critère, Voilà. Est-ce que ça sous-entend qu'on les contrôle régulièrement? Non. Non. Ouais. Dans le cadre des investigations, si on a des soucis. Et la dernière question, c'est parce que je crois qu'on l'a eu aussi. D'ailleurs, je crois que c'est Hector qui a la question après. Est-ce qu'on peut refaire, enfin, est-ce qu'il faut préconiser une requalification annuelle si on a une augmentation des non-conformités et qu'on a utilisé une assiette ou un équipement individuel? Alors ça peut rentrer dans les critères effectivement. La première chose à faire, c'est de refaire un audit de nos pratiques, D'accord. puis vérifier qu'on n'a pas un parc qui est trop vieillissant, que les endoscopes partent bien régulièrement en maintenance. Donc on a un plan de, comment dire? De maintenance préventive. Enfin, il y a plein d'autres choses à voir avant de se relancer dans une qualification de performance. Mais si tout ça est OK, et bah, oui, on va être obligé d'en repasser par là. Ok. Surtout s'il y a eu une intervention impactante sur, les automates. Parfait. Merci Hélène. C'est très, très clair. Donc, je reprends le chat peut-être avec, il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc je remonte au tout début. Donc, pour les essais, il y a un système de tiroir, hein. Comment définissez-vous la notion de compartiment? Un tiroir égale un compartiment. Mmh. C'est ça, hein. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il vaut mieux avoir une assiette verticale en termes de nombre de contrôles et aussi de comment dire, de physiologie, non? En termes de nombre de contrôles, ça va être pareil puisque, il faut faire des contrôles trimestriels. Mais par contre, en termes de physiologie, moi, j'aime mieux le stockage vertical. Bon, nous, on a Mm. des stockages horizontaux au CHU parce que, comment le choix définitif est revenu aux utilisateurs et les utilisateurs ont préféré les enceintes horizontales parce que, bah, c'est beaucoup des femmes et elles sont plus petites et elles trouvaient que c'était plus facile avec des enceintes horizontales. Mais, en termes de soufflage, quand on avait, rédigé le cahier des charges pour l'appel d'offres national, on s'était déplacé dans différents établissements et ce qui est remarquable, c'est que dans les enceintes, verticales, quand on regarde le sol de l'enceinte, on voit des dépôts. Ça veut dire que ces dépôts, ben, on les a à l'intérieur des endoscopes quand on a des enceintes horizontales. C'est les traces d'humidité quelque part, qui sont chassées des endoscopes, avec le soufflage séquentiel de l'air, à l'intérieur des endoscopes. Mais ça abîme moins les endoscopes, notamment pour les longs, non, Hélène? Pour les courbures et Oui, les la taille, verticales. sans doute, mais bon, la taille malgré tout est assez grande des bacs, donc ça va quand même. Alors, autre question auquel tu as répondu, mais je la lis quand même. Nous aurons une coupure d'électricité sur l'établissement et notre essai se trouvera donc non fonctionnel durant 3 à 7 heures. Faut-il requalifier l'essai? Tu as dit non. Il faut contrôler. Conduite à tenir pour les endoscopes qui y sont stockés. Donc, si plus de 12 heures, il faut refaire le traitement. Ça. Mmh. Faut-il refaire des cycles complets de nettoyage et désinfection? Oui, si. Au-delà des Si 12 plus de heures. 12 heures, mais non. Enfin, voilà, si c'est que 3 à 7 heures et que c'était le temps de. Et Il qu'ils faut étaient encore revenir, valides, on était encore dans voilà, les 7 jours, c'est bien ça? mmh, C'est OK. Hein. il faut revenir de toute façon à chaque fois vers les recommandations du fabricant et c'est bien préconisé dans la notice d'utilisation, les temps d'attente, qui sont validés. Par contre, Hélène, est-ce qu'il vaut mieux laisser dans ce cas-là les endoscopes branchés dans les 7 ou les sortir et les utiliser dans les 12 heures? Parce que c'est un peu différent. Je crois que sur le premier protocole qu'on avait établi avec une des cliniques, c'était sorti et utilisé dans les 12 heures, ou est-ce qu'il vaut mieux, enfin, ou c'est peu importe en fait. Non, il vaut mieux les laisser dedans puisque Dedans, malgré tout, d'accord. même si on souffle plus d'air médical, Mhm. ils sont dans une enceinte protégée avec un air de qualité et à l'intérieur, on a soufflé un air de D'accord. qualité. Donc ils restent mieux protégés quand ils sont enfermés à l'intérieur de Donc, il n'y l'essai. a pas de. Parce qu'on va passer à isopression dans l'appareil s'il y a une coupure, mais peu importe en fait, puisqu'il y a un filtre HEPA quand Ouais. même qui. D'accord. Oui, c'est que si quand même, dans l'exemple que tu as cité, c'est si on change de prestataire d'air médical. Là, par contre, tu as dit qu'il fallait sortir les endoscopes. Bah, Non? là, en fait, on fait une manipulation sur les 7. C'est pas juste une Oui, coupure, Bon, tu vois? Il y a une c'est ça. manipulation, donc on C'est sait ça. pas Oui, trop ce oui, qui se oui.
Ouais. s'ils n'ont pas ouvert les portes, etc. OK. Ensuite, autre question. Faut-il que les sets soient vidés lors des tests microbiologiques des enceintes? Non, Pour pouvoir faire le contrôle des microbios de surface, est-ce qu'on enlève l'endoscope? pas obligatoirement, non. Sauf Non. si on nettoie en même Si temps les c'est parois. horizontal, Si on donc on est nettoie, obligé, oui. Mais... Alors, si on les fait sans faire les prélèvements d'air, comme on va entretenir l'intérieur, donc là, on s'apprête de toute façon à vider l'enceinte, donc là, on va les sortir effectivement. On sera plus à l'aise. Et pour les prélèvements d'air, Agnès nous fait contrôler chaque tiroir avec 4 géloses et tous les tiroirs une fois par an. Donc là, on n'est ça, pas tu en as... obligé. Non, hein, tu en as parlé, et Aujourd'hui, même avec la prélèvement d'air. révision de la norme européenne, les prélèvements d'air en routine sont optionnels. Et c'est pour ça qu'on préconise de prélever, avant le bio-nettoyage, de l'enceinte. Oui, comme ça fait les deux. Mmh. OK. Comment concrètement vérifiez-vous la validité du filtre HEPA lors de l'arrêt d'alimentation en air médical? Bah, ça peut se contrôler par un prélèvement à l'intérieur, de l'enceinte, par exemple. Il y a Et pas puis une, il y a après, une, il y a peut-être Il n'y a pas des de alarmes. pression? il y a des Oui, alarmes, hein, il y a peut-être des alarmes sur les essais, oui. Mais ça, c'est le biomédical qui va dire est-ce que le filtre est toujours, valable ou pas? Ça, c'est les questions de Sandrine, je les saute. Alors, ensuite, bonjour. Si l'endoscope est stocké après traitement en laveur dans un bac sur une colonne pour utilisation au bloc, mais non utilisé, d'accord, quel est le délai pour le remettre en essai? Faut-il Eh ben, qu'il soit retraité en cycle de ouais, désinfection? il sera retraité, oui. Et oui. S'il a été installé sur la colonne, il faut le retraiter. De toute façon, en général, Hélène, tout endoscope sorti de l'essai ne peut pas être replacé dans l'essai sans être nettoyé. Bah, il y a un délai quand même, qui est tolérable, qui est toléré par certains fabricants. Voilà. C'est quoi, 10 minutes? Moi, j'avais en tête 10 minutes. Je sais pas si c'est pas 1 heure, mais c'est à 1 heure? vérifier. Ah, faut demander au fabricant. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit qu'en fait, on pouvait les enlever en cas de changement ou d'arrêt d'alimentation, on pouvait les Ah non, on pouvait les Ça, réutiliser, c'est pardon. enlever et remettre J'ai dans dit une l'essai. bêtise. Ouais, Oui, on c'est peut les non, non. utiliser dans un délai, mais on ne les remet pas. On a un délai, hein, mais il me semble que c'est 1 heure, mais ça dépend peut-être des fabricants. Alors, est-ce que l'utilisation d'une caméra d'inspection intracanale permet également, en complément d'analyse microbiologique, de sécuriser le prêt d'endoscope entre établissements? Oh bah, l'utilisation d'un endoscope, d'un micro-endoscope intracanal permet surtout de voir s'il y a des lésions internes des canaux et donc Ouais. ça permet d'expliquer sans doute certains résultats non conformes. Mais c'est pas un élément de sécurisation supplémentaire parce que ça permet de voir que l'intérieur des canaux est altéré, mais ça rend pas compte de la qualité microbiologique. Et ensuite, le fabricant de l'essai que nous avons installé recommande des contrôles mensuels, surface et air, d'au moins un bac. Et chaque bac devant être contrôlé au moins une fois par an, c'est ce que tu as dit. Euh, Peut-on se permettre de réduire des contrôles trimestriels? Bah, il faut se conformer à ce qui est écrit dans les textes réglementaires. C'est ça. Que tu nous as remis. Voilà. Mmh. Après, on peut Ensuite, toujours en faire plus si on a des soucis, hein, et si on a du temps. oui, là, je pense que la problématique, c'est plutôt de les réduire, visiblement, par rapport à à l'organisation et la désorganisation, entre guillemets, ou l'immobilisation des endoscopes, bien que là, c'est que le temps de les prélever, mais enfin, voilà, de les prélever et de les retraiter. C'était c'était le but des contrôles, de réduire. En tout cas, ce n'est pas contrôle mensuel, C'est surface et air, trimestriel dans les textes, c'est ça, c'est hein. trimestriel. Voilà. Pour les Donc, surfaces et pour l'air, s'il ça n'y a sera pas de problème trimestriel particulier, il aussi. n'y a pas de raison qu'ils soient. Mmh, Ils peuvent les réduire à trimestre. mmh. Comment nettoyer les connectiques qui ne passent pas en
en LDE, 2 LDE différents, désinfection de haut niveau, oui, c'est ce que tu as dit hein, tout à l'heure. Donc en manuel avec un bac, il faut avoir Avec un des bacs, oui. traitement. Nous, on a Mm. sur un des sites, on a un plateau technique qui est assez, étoffé, je vais dire, et la salle de traitement est assez bien équipée et donc on a un bac qui est réservé au connectique, en fait, avec, les différentes étapes, Mm. un système de bac. Bon, on est venu à bout des questions. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole aussi. Je pense que vous pouvez vous-même ouvrir vos micros et vous présenter et poser votre question éventuellement à Hélène. Vous N'hésitez pouvez pas. sortir aussi des équipements de stockage, hein, si vous avez des questions qui vous chatouillent et que je suis capable d'y répondre, parce que c'est pas Alors, facile des on, fois. on a à nouveau un commentaire. Ne pensez-vous pas que la caméra d'inspection intracanal permettrait, en plus d'identifier des dommages, de localiser la présence de biofilms qui permettrait d'expliquer des résultats microbiaux non conformes? Oui. Oui, sans doute, sans doute. Il a dit, hein. En fait, s'il y a des non-conformités qu'on ne s'explique pas et qu'on n'arrive pas et que le process, on ne trouve pas de défaut dans le process de traitement, c'est effectivement la problématique de, de- de- de la gaine, enfin, Des soit du défauts, biofilm, conditions soit une d'accumulation. problématique Mmh. en lien avec l'endoscopie même. Moi, je pense que Hélène, c'est bien. Quand on peut s'équiper au sein d'un établissement, c'est pas mal d'avoir une petite caméra qui permet d'aller regarder à l'intérieur des endoscopes. vous l'avez, vous, à Bordeaux, cette Non, caméra? on Parce n'en que a encore une pas, fois, mais ah oui, je j'aurais pensais que bien c'était que aimé en les. avoir un. Ah oui, et ça Mm. peut être utilisable par biomédical, comme ça, dans un Tout à fait, établissement. ouais. Mmh. D'accord. Je crois que c'est Pentax qui les commercialise ou Olympus, je sais plus. Et moi, je suis curieuse quand même, comment on peut voir un biofilm avec une caméra? On peut voir une gaine Bah, tu vois abîmée? les dépôts, tu vois vraiment Ah, plein de choses à d'accord. l'intérieur. C'était monsieur Olympus qui nous avait montré, il nous avait, D'accord. projeté des images de ce qu'on pouvait voir, hein. Alors, autre question. Quel est le délai entre la sortie du LDE et le stockage en E7? Bon, on a dit, il n'y a pas de Et délai. ça, on a répondu, oui, c'est en suivant. Mm. Après séchage. Après soufflage. Oui, soufflage. Après soufflage, si les 7 revendiquent une qualité de séchage et après séchage, si les 7 ne revendiquent pas, une capacité séchante. Ouais, en fait, on doit avoir les 7 quand même à proximité. On ne doit pas avoir un LDE sur un site séparé et une E7 de stockage qui serait, enfin, voilà, qui nécessiterait Non, un effectivement. acheminement qui va prendre un certain temps et Mais des Non, sources de contamination possibles. il y a une c'est la même certaine chose tolérance pour à tout les, avoir regroupé, en fait. c'est la même chose pour les équipements individuels? Alors les équipements individuels de stockage, au contraire, on peut stocker à distance une fois que c'est en sachet. Oui, mais Pour pareil, le délai de mise en sachet, il est pareil, il est sans oui, délai. oui, en suivant, bien D'accord. sûr, oui. Oui, je vois Alors, qu'il y a on une a main une main levée. levée. Vous pouvez mettre votre micro. Bonjour, j'ai une question Oui. sur le lavage des pistons. Certaines sociétés proposent des laveurs qui permettent de laver les pistons, enfin, en position ouverte. Alors écoute, pour le coup, je les connais pas vraiment, ces nouveaux laveurs qui laveraient les pistons. Ce qui est préconisé en tout cas, c'est de toute façon de les démonter, de bien les brosser et dans les laveurs qui, valident, le fait de traiter, les petits matériels, annexes, on les met en général dans une petite boîte grillagée. On met la petite boîte grillagée dans le laveur et ils sont traités comme ça. Donc il y a ça. Ou l'autre, l'alternative, c'est d'utiliser des pistons et des valves à usage unique. Moi, c'est ce que je connaissais. Donc ça, ce D'accord. serait des nouveaux modèles de laveurs, en fait? C'est Olympus, eux, qui proposent ça sur leurs petits laveurs qui peuvent empiler des positions spéciales pour les pistons, pour les laver en mode ouvert.
Bah, ça, je suppose du coup que ça a été validé sûrement par le Biotech Germande. Il faudrait pouvoir se renseigner là-dessus. Mmh. Moi, j'en ai pas encore entendu parler. Mais il y a pas d'obligation par rapport Ouais. à Non, cette il y a position aucune des pistons. obligation. On peut Non. faire autrement. Ouais, merci. Par contre, ce qui a été précisé dans la foire aux questions numéro 3, c'est que quand, on fait nettoyer, désinfecter les pistons en laveur, il faut que le fabricant, du laveur, valide, cette capacité de son laveur à entretenir ces petits matériels. C'est Donc il y a un peu comme les cales-dents réutilisables, Hélène. Il faut qu'on oui, mais qualifie le LDE. Ouais. oui, enfin, il faut que le oui, voilà, que le Ouais. LDE ait répondu, c'est exactement la même problématique, effectivement. Alors, on avait une autre question. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre soufflage et séchage? Oui, bah, le soufflage, on retire, heu, le gros de l'eau, en quelque sorte, hein, et le séchage, il faut qu'il soit parfait puisqu'une humidité résiduelle favorise la recontamination. Donc le soufflage, c'est grossier, le séchage, c'est parfait. En gros, Et puis, pour vous aider quand même, parce que c'est un peu ça peut sembler approximatif comme réponse, ce qui est bien, c'est de mettre l'endoscope sur un champ coloré et puis souffler à l'air médical et quand il ressort plus, de gouttes d'eau sur le champ, vous pouvez considérer que vous avez soufflé. Après et c'est pas forcément encore parfaitement séché. dans le chat, vous avez une personne qui travaille pour une société belge qui commercialise des caméras d'inspection. Donc, s'il y a des gens intéressés, je vous laisse relever le nom de la société. Voilà. Ensuite, bonjour. Les pistons sont-ils tous démontables? Ah bah oui. Oui, oui, bien sûr. Et oui, parce qu'il faut toujours les démonter, hein, Ouais. avant de les mettre en laveur. Enfin, c'est la Bah, je première chose, vous dans le traitement, c'est la première chose de démonter les ouais. pistons, hein. Ce que je vous recommande d'ailleurs, si vous avez des services biomédicaux, c'est de leur demander de vous garder les endoscopes qui sont réformés et de vous montrer un peu comment ils sont faits à l'intérieur. C'est très instructif et puis ça vous aidera à mieux maîtriser, un petit peu tout ce qui est demandé dans les textes. Et mon dîner. On avait une autre main levée ou c'est la même Oui, qui est... non, Pardon. c'est bonjour. Bonjour, j'avais une question. Lorsque on a notre endoscope dans le LDE, parce que nous, on a des personnes qui travaillent de journée et après, il y a un relais qui se fait la nuit. Combien de temps on peut laisser l'endoscope dans le LDE, en fin de cycle, en fait, jusqu'à ce qu'après, il soit soufflé et après, qu'il continue? Non, on laisse Parce pas que des les fois, on a une endoscopes dans attente. les 2. On Non, laisse il pas faut les en pas les même laisser parce qu'ils restent d'accord. du coup longtemps comme ça à stagner, humides à l'intérieur et ça Mmh. favorise la recontamination des D'accord. endoscopes. D'accord, parce que nous, on avait un délai d'1 heure, mais du coup, il y a pas de délai, en fait. Non, OK, très c'est bien, pas merci. recommandé comme pratique. D'accord, merci. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main. Réfléchis sur les questions qu'on avait eues, qu'on a régulièrement. Euh, Oui, il y a la même chose je pense à la requalification pour les LDE. On a la même chose en fait que ce que tu as répondu, c'est-à-dire que si est-ce qu'il faut requalifier un LDE parce que c'est vrai que on a eu il y a eu un article notamment hein, qui est sorti qui a dit qu'il fallait requalifier, refaire la Oui, bah, qualification mais l'article, opérationnelle du où coup, c'est un tu étais deuxième ou troisième auteur, je ne sais ouais, plus, hein, donc mmh. voilà, du coup, et Mais du j'ai coup, beaucoup souvent, si tu étais lectrice, voilà, souvent on nous interroge, donc s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de problème, si les contrôles sont bons, si régulièrement, enfin, si les contrôles, tous les endoscopes ont été contrôlés annuellement et qu'il n'y a pas de souci particulier de non-conformité, on fait juste
l'entretien, la requalification, la maintenance obligatoire du fournisseur, mais on n'est pas obligé de requalifier. Non, j'ai beaucoup discuté sur cet article parce que le rédacteur principal, c'était Lionel Pinault. Et Lionel, donc, qui travaille qui est directeur du Biotech Germande, il a tendance à être un peu Monsieur Plus. Et moi, c'est pas que je sois Madame Moins, mais j'essaye quand même de peser les choses pour la mise en pratique au sein d'un établissement. C'est pareil, lui, il fait des contrôles de la quantité de protéines résiduelles dans les endoscopes, sachant que les dosages de protéines, ça reste quelque chose qui n'est pas d'une validité extrême. Et ça fait des analyses en plus, ça fait des coûts en plus et ça marche bien pour Eurofins quelque part ça, mais c'est vrai qu'en pratique, il faut voir quel est l'intérêt de tout ça. Donc j'en avais rediscuté après de ça, bon, avec Joseph Ajar qui est le 3e auteur et puis également avec d'autres personnes des groupes de travail habituels et effectivement c'est exagéré. De demander ça, c'est exagéré, puis c'est au détriment des patients parce qu'une fois qu'on n'a plus d'endoscope pour explorer les patients, ça pose problème pour la prise en charge. Pas de chance. C'est plus délétère, il y a une perte de chance, oui. C'est de la TP-métrie pour lequel il y a des contrôles de Alors protéines non, c'est pas de la TP-métrie, c'est des dosages de protéines. On avait répondu, je crois que c'était dans la foire aux questions numéro 2, sur la TP-métrie, l'intérêt en endoscopie, parce qu'on s'était posé la question, à une époque, avec Thierry que je vois en face de moi là, pour le faire au CHU et finalement, en discutant, il avait été dit que c'était pas, un bon test, pour les endoscopes. Sandrine, tu as levé la main. Oui, juste pour les qualifications de performance pour les dispositifs de stockage, donc tu as bien dit qu'on contrôlait les endoscopes avant de les mettre après le stockage 12 heures, c'est ça en fait, hein? Après le stockage maximal pour la 12 heures, qualification de performance, d'accord. non, c'est pas 12 heures, c'est 7 jours. 7 jours, mais avant de les passer en E7, tu vérifies ton parc, il est Tous ceux conforme. qui vont être Donc là, c'est au moins stockés. 6 heures de stockage. C'est 6 au heures, moins 6 d'accord, heures au de moins stockage. 6 heures. Et par contre, est-ce que c'est judicieux de préconiser aussi de vérifier l'état du parc avant de commencer une qualification E7 ou C'est prévu, dispositif? c'est D'accord. prévu, Donc, inspection c'est des prévu. gaines, ouais. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que il ne faut pas se précipiter tout de suite pour contrôler le parc en étant sûr que dans 1 mois tout serait prêt. Il faut être sûr de la date de l'installation de l'E7 et du démarrage des qualifications. Et donc, il faut voir qu'il faut que tous les appareils aient une maintenance préventive au moins annuelle, de moins d'1 an. Non, c'est pas la maintenance préventive qui est demandée pour, les qualifications de performance, c'est le contrôle microbiologique. D'accord, mais par rapport à oui, mais ça, oui, donc ça, oui, mais après, est-ce qu'il faut quand même comme il y a eu des trous dans la raquette sur les maintenances avec la Covid, bon, je pense que ça a été rattrapé, ça, mais est-ce qu'il faut s'assurer de l'état de changement de la gaine, tu vois, est-ce qu'elle a moins de 5 ans, Et ça ou fait nombre partie de la d'endoscopes? maintenance, ça fait partie de la politique de maintenance, mais pas de la qualification de D'accord, performance. mais ça peut être intéressant quand même de le vérifier à ce moment-là. Ah ben, Moi, il ça y est passer toujours des appareils. intéressant de vérifier qu'on a un programme de maintenance préventive de son parc. Nous, on a fait pas mal de visites de risque là, en endoscopie et c'est vrai qu'on a vraiment des gros soucis sur ces maintenances préventives, hein. Il y a en fait, à part ceux qui sont en location en endoscope, tous les autres, sinon, la maintenance préventive, elle existe. Il y a un contrat, il y a un prestataire qui vient, enfin le représentant de la marque qui vient une fois par an faire une inspection, mais il n'a pas de caméra de Non, ça, c'est visionnage. pas vraiment de la maintenance préventive, ça C'est ça, c'est ça. Mais pour eux, ils considèrent que c'est de vraiment la maintenance oui, oui. préventive. Ils contrôlent que le béquillage, ça marche, que la molette va bien. Enfin, très, Et très ça, clairement. Mais moi, la vraie maintenance préventive, sur toutes les visites de risque que j'ai faites, je n'en ai jamais vu, sauf ceux qui étaient en location. C'est-à-dire que ceux qui sont en location, ils les reprennent
régulièrement, les gaines sont changées, enfin voilà. Mais tous les autres, en fait, il n'y a pas de maintenance préventive, quoi. En fait, ce que Et tu Je es sais en pas, train alors, décrire, Cécile, c'est les inspections que devraient faire les équipes utilisant les endoscopes. Ça, normalement, l'équipe qui utilise l'endoscope devrait être à même de faire cette inspection-là. Après, il doit y avoir des contrats de maintenance préventive avec un prestataire qui se charge de la maintenance préventive, mais les endoscopes, ils partent. C'est fait à l'atelier, c'est pas fait ouais, pas du tout, un ouais. coin de Mais justement, paillasse. ils les envoient pas, ouais. Ils les Et, envoient pas à l'atelier. Et le changement des gaines recommandé ou le changement de l'endoscope, parce que la gaine, c'est tous les 2000 utilisations, je crois, l'endoscope, c'est tous les 5 ans. C'est l'endoscope en lui-même qui doit être changé. Ben, tous les Il y 5 a ans, très peu de oui. parcs, enfin, je veux dire, tous les établissements gardent leur endoscope et effectivement, il y a ceux, ah, mais celui-là, oui, il est plus vieux, alors on sait, les prélèvements sont moins bons. Enfin, en fait, il Non, faudrait mais ça vraiment coûte cher. pouvoir. Du coup, les Ouais, établissements, bah, ils renâclent à envoyer. Ils font ouais, des économies sur tout ce qu'ils peuvent économiser. Et donc, bah, pour les plus anciens endoscopes, bah, déjà, les contrats de maintenance, je crois que c'est pour les endoscopes qui sont inférieurs à 5 ans. mm, Après, oui, les prestataires les plus n'acceptent vieux. plus de faire Mm, les contrats de maintenance et les établissements, ils les gardent autant qu'ils peuvent les garder. c'est ça, tant qu'il marche. Ouais, bah, Hélène, quels sont les dispositifs aujourd'hui qui existent pour tracer le nombre d'actes par endoscope automatiquement ou une alarme là, qui te dit une traçabilité informatisée. ouais, mais la Donc, maille à ce seul, elle va te tracer le cycle, mais elle va pas te tracer le nombre. Je sais pas en fait, hein, je te pose une question parce que je sais pas. Euh, non, On soit demande, non. t'as rien, quoi. Ouais. Il faut tracer toi informatiquement, en Et ouais, fait. c'est la question qui arrive après. Là, Cécile, je sais pas si tu la vois là de Marjorie Place. Non, je oui, je la la vois vois, pas. ouais. Quelle Quelle recommandation? Ouais. recommandation ou réglementation indique le changement de gaine tous les 2000 utilisations? C'est les recommandations de la SPED Et et ça, de c'est la les SFSH. recommandations de la Suède, oui. C'est le Voilà. guide qu'on Vous a l'avez révisé pas, régulièrement. vous l'avez remis dans la dernière mise à jour, je crois, Hélène, il me semble. Ouais. Mm. trois. SF2H 2023. Je crois que c'est 2023 la dernière Ouais. SPED. Vous pouvez nous envoyer un mail aux CPS, on vous l'enverra, sans souci. C'est facile à trouver hein, sur Internet. Oui, mais Faut je vais vous regarder. mettre le Après, c'est une lien. Je recommandation, vais hein, mettre faut le pas. lien dans le chat. Voilà, c'est pas un texte qui fait, c'est pas un texte opposable, ce sont des Mm, recommandations d'un groupe de travail, hein. mm. Mais ça donne des indications qui sont intéressantes. Et c'est vrai que souvent, on voit un décalage en fait hein, entre les OH qui sont très appliquées, regardantes et qui sont très qui surveillent bien leur activité endoscopie et qui voilà, et puis des services techniques, enfin ou du biomédical qui sur les maintenances d'appareils sont plus négligents. Hein. Et puis en fait, bah, souvent les problématiques que l'on rencontre, elles sont résolues par le changement de gaine des endoscopes qu'ils ont trop attendu de faire, quoi. En fait, en pratique, bah, c'est souvent que les services biomédicaux, ils ont aussi la pression, de leur direction, sur le plan budgétaire, en fait, hein. Et du Mm, coup, et ben, il faut qu'ils fassent des économies là où ils peuvent et donc, ça peut être par rapport à la maintenance. c'est ça. Ils ont beaucoup d'autres maintenances, donc ils ont des priorités, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on remarque. Je ne sais pas si toi Pour vous, tu es c'est confronté agaçant? à Ah ça au oui, oui, CHU de bien sûr, Bordeaux, mais bien sûr. C'est les mêmes problèmes que partout, en fait. merci Sandrine pour le lien. Pas d'autres questions, mais c'est parfait, 15h28. Je ne sais plus si on avait dit 14h. Ah, attention, je sors du cadre des essais. Pour rincer pendant un examen via le canal eau, peut-on utiliser de l'eau du robinet non filtrée Ah ben non. pendant un Non, examen? jusque-là, on Voilà. préconisait, de l'eau, stérile. Stérile. Donc avec l'évolution, transformation écologique et cetera, on y a réfléchi. On tolère, dans le tube digestif de l'eau bactériologiquement maîtrisée. Moi, dans les poumons, je continuerai à mettre de l'eau stérile, hein. Il y a un avis de la SF2H là-dessus, Hélène. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez.
Une petite dernière pour arriver jusqu'à 30 ou on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, merci Hélène, c'est toujours très, très utile, hein. Quand on sort d'un webinaire avec toi, on dit ça y est, on sait tout. On a réponse à toutes nos questions et puis on revient régulièrement vers toi. Et pour Parce tout qu'on vous a- dire, vous savez, On- entre nous, on se repose les questions aussi. Ça nous revient Ouais. comme ça quand on a des questions qui nous sont posées. On se dit, mais mince, on en avait parlé ou mince, zut, de ça, on n'en a pas parlé. Et on réinterroge le groupe. Et voilà, c'est vrai que c'est tellement technique, en fait, l'endoscopie, qu'on se repose toujours beaucoup de questions. Très bien, ben, on a des remerciements. A priori, plus de questions. Ben, De toute merci façon, beaucoup à tous. tu nous laisses le support, Hélène, comme d'habitude, hein, Oui, pour oui, y oui, bien revenir. sûr. Oui, elle Bien me l'a sûr. envoyé, du coup, c'est bon. Nous l'avons. Eh ben, merci à tout le monde et puis surtout à Hélène pour sa Ben, merci à vous disponibilité. tous, hein. Et bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci, Au Hélène. revoir. Au revoir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Très Je bien. sais pas qui c'est qui parle, mais On a eu en dans fait, le c'est chat bien, ça des montre quand même remerciements aussi. ça montre quand même toute la c'est quand même très très complexe, hein. Et alors, chaque nouveau dispositif, on a des nouveaux risques qui arrivent. Là, c'est un peu. Ouais, mais Oui. on n'est pas tellement aidé par la NSM, hein. Moi, Non, j'ai voilà. l'habitude de dire maintenant que quand on a besoin de Et- rien, on peut s'adresser à la NSM. Ah oui, oui, voilà. Et oui, non, c'est vrai que c'est un souci. Et puis, voilà. On Et a un puis, de nos anciens internes qui est en stage à l'NSM, alors je sais pas, on va peut-être. Ah bah, moi, ça fait 2 ans que j'attends des solutions pour mon histoire de qualification de performance des colos pédiatriques avec les laveurs désinfecteurs Gettingue. D'accord. J'avoue que je commence à perdre patience. Ah, c'est pour cela que tu disais que Oui, tu disais que vous n'aviez pas ils de. vont C'était m'avoir pas à l'usure. compatible. Ouais. je ne sais pas s'il y a Pascal ou Evelyne connectés, mais au niveau de la SF2H, dans le groupe là, environnement, dispositif, ils répondent pas à certaines questions. On traitait pas l'endoscopie dans ce groupe. J'avais Ah, participé aussi à ce parce groupe. que et je on sais que, traitait tu pas sais, l'endoscopie. Delphine Verja, là, elle est aussi à la NSM, mais elle fait pas, ouais, c'est peut-être Non, plus mais moi, difficile à bouger. j'étais en Ouais. contact en fait, avec la personne qui s'occupe de ça au niveau de la NSM. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quelle pression ils peuvent avoir sur les fabricants parce que Et ça après, n'avance pas pour autant. au niveau du ministère, je me suis rendu compte que c'était Bast Bidard qui pilotait les foires aux questions et les mises à jour, enfin, par l'intermédiaire des foires aux questions du guide, hein. C'est aussi celui qui est sur les déchets, la transition écologique en santé. Et Moi, je le lui, connais bien, Bast, du coup, oui, puisque voilà, je ouais. travaille avec lui. Et donc, lui, il continue à assurer il y aura de nouvelles foires aux questions, en fait, c'est ça. C'était aussi le sens de ma question. Oui. On peut Oui, au fur et à continuer à mesure qu'il y a faire. des questions qui Ouais, reviennent et puis d'accord. qui sont un peu, pour lesquelles on retrouve toujours un peu les mêmes, bah, c'est sûr que. On peut continuer à vous faire Ouais, passer, enfin, bien faire sûr, passer au groupe au contraire. les questions